Les planètes et les lunes de notre système solaire cachent des secrets qui pourraient bouleverser notre connaissance de notre belle boule bleue. Uranus stocke une quantité de chaleur à laquelle nous ne nous attendions pas. Mercure rétrécit et se fissure depuis des milliards d'années. La lune Io de Jupiter émet d'énormes panaches volcaniques. Ces mystères cosmiques nous laissent entrevoir des forces et des processus qui pourraient, un jour, se répandre à travers tout le système solaire et même affecter la vie ici sur notre propre planète. En 1986, Voyager 2 est passé près d'Uranus, et tout le monde s'en est trouvé perplexe. Les relevés ont montré que la planète ne dégageait aucune chaleur supplémentaire. Cela la rendait totalement différente des autres planètes géantes du système solaire. C'était étrange car Jupiter, Saturne et Neptune émettent toutes beaucoup plus de chaleur qu'elles n'en reçoivent du Soleil. Avançons de quelques décennies, et 2 équipes de recherche indépendantes ont décidé de réétudier une montagne d'observations archivées. Ce qu'ils ont trouvé change toute la donne. Uranus dégage effectivement plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Environ 12,5% de plus, pour être exact. Les 2 études montrent que cette planète libère encore lentement la chaleur résiduelle de ses premiers jours. Ce détail est très important car il permet aux scientifiques de reconstituer les origines d'Uranus et de savoir comment elle a évolué au fil du temps. Quant aux étranges relevés de Voyager 2, ils ont également plus de sens aujourd'hui. Le survol a eu lieu lorsque le Soleil était exceptionnellement actif, ce qui a provoqué ce comportement étrange d'Uranus. Ces premiers chiffres ne reflétaient probablement pas son état normal. Malgré cela, Uranus demeure spécial. Jupiter émet 113% de chaleur en plus, Saturne en dégage 139% de plus, et Neptune les surpasse tous avec 162%. Et comme Neptune est plus éloigné du Soleil, cela nous dit que ce n'est pas en raison de la distance qu'Uranus est plus froide. Quelque chose d'unique se passe en profondeur, peut-être que la structure de la planète est différente, ou peut-être que son passé l'a façonnée d'une autre manière. Un autre corps céleste étrange de notre système solaire est Io, la lune de Jupiter. Au fait, saviez-vous qu'Io a un frère nommé IAI? Ainsi, à travers un télescope, en regardant Jupiter, vous pouvez parfois les voir, IAI-Io, tout près de la ferme d'Old MacDonald. Quoi, ce n'est pas drôle. Bref, en 1979, Voyager 1 est passé rapidement près d'Io et a vu quelque chose de stupéfiant. D'immenses panaches volcaniques étaient projetés directement dans l'espace. C'était la première fois que les humains assistaient à du volcanisme actif au-delà de la Terre. Io avait l'air furieuse. Et depuis lors, les scientifiques n'ont cessé de chercher à comprendre ce qui rend cette petite lune si sauvagement volcanique. Pendant des décennies, l'idée dominante était qu'Io cachait un océan de magma juste sous sa croûte. Cela expliquerait pourquoi les volcans sont répartis de manière assez uniforme sur toute la surface, comme s'ils se nourrissaient tous au même réservoir souterrain de roches en fusion. Même la sonde Galileo de la NASA semblait d'accord avec cette hypothèse dans les années 1990 et au début des années 2000. Son magnétomètre a enregistré un signal magnétique étrange qui semblait provenir d'une énorme couche électriquement conductrice, essentiellement de la roche liquide. En 2011, le consensus était qu'Io reposait sur un océan de magma épais de plusieurs dizaines de kilomètres. Mais maintenant, cette théorie a été renversée. La sonde Juno de la NASA tourne autour de Jupiter depuis 2016 et, fin 2023 et début 2024, elle a effectué quelques survols extrêmement rapprochés d'Io. L'objectif principal était de comprendre ce qui se passait à l'intérieur. Juno est équipée d'un transpondeur radio ultra précis que les scientifiques ont utilisé comme un stéthoscope. Le champ de gravité de Io exerce une légère traction sur la sonde spatiale, modifiant le signal radio. En cartographiant ces infimes variations, l'équipe peut voir comment la masse est distribuée à l'intérieur de la Lune. Le verdict est qu'il n'y a pas d'océan de magma peu profond s'agitant sous la croûte. Sinon, Juno aurait détecté beaucoup plus de distorsions dans le champ gravitationnel de Io, alors que l'attraction marémotrice de Jupiter s'exerçait sur la Lune. Mais les données n'ont rien montré de tel. Cela laisse les scientifiques face à un grand mystère. S'il n'y a pas d'océan de magma, qu'est-ce qui alimente le corps le plus volcaniquement actif du système solaire? Le volcanisme d'Io est probablement alimenté par le réchauffement par effet de marée. Parce que l'orbite d'Io est légèrement étirée par les tiraillements gravitationnels des lunes voisines, Jupiter compresse et relâche constamment ce petit monde. La croûte peut monter et descendre jusqu'à 100 mètres, et toute cette flexion crée de la chaleur par friction à l'intérieur de la Lune. Le réchauffement par effet de marée produit bien du magma. Mais si celui-ci ne forme pas un océan géant,
Peut-être est-il stocké dans de plus petits réservoirs dispersés dans la croûte. Sur Terre, différentes chambres magmatiques alimentent différents types de volcans. Mais comme Io n'a pas de tectonique des plaques, elle ne dispose probablement pas d'une si vaste variété. Les nouveaux résultats n'excluent pas totalement un océan magmatique profond, enfoui en dessous de la croûte. Mais s'il est bien réel, il serait si dense et riche en fer qu'il ne remonterait pas facilement à la surface. À ce stade, il est difficile de dire si nous le considérerions comme un océan magmatique ou simplement comme un noyau en fusion. La lune Europe de Jupiter subit également un réchauffement par effet de marée. Mais dans son cas, la chaleur soutient probablement un océan d'eau salée sous une coquille de glace. La lune Encelade de Saturne est un autre cas intéressant. La sonde Cassini a non seulement trouvé des signes d'un océan caché, mais elle a même traversé des panaches d'eau jaillissant de son pôle sud. Alors, pourquoi le réchauffement par effet de marée crée-t-il des océans d'eau sur certaines lunes, mais pas d'océan de magma sur Io? Le fait est que le magma est plus léger que la roche solide, donc il a tendance à monter et à éclater rapidement au lieu de rester dans de grands bassins. L'eau, en revanche, est plus lourde que la glace. Elle s'enfonce donc et forme un océan stable sous la croûte. C'est pourquoi les océans de magma tiennent si difficilement en place, contrairement aux océans d'eau. Quoi qu'il en soit, même si le réchauffement par effet de marée n'est pas idéal pour créer des océans de magma, il est excellent pour créer des océans d'eau. Et puisque l'eau est l'ingrédient clé pour la vie, les lunes à travers le système solaire, Europe, Encelade, peut-être d'autres encore, pourraient être cachées des environnements habitables sous leur croûte glacée. Io est peut-être un enfer volcanique, mais il aide les scientifiques à déterminer où nous pourrions réellement trouver de la vie dans notre système solaire. Maintenant, rapprochons-nous de la Terre et explorons Mercure. Croyez-le ou non, cette planète et nos pâtisseries préférées ont quelque chose en commun. Elles rétrécissent toutes les deux en refroidissant. Mercure s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années et depuis lors, elle perd lentement sa chaleur. À mesure que la planète refroidit, sa coque rocheuse se contracte. Tout comme un cheesecake ou un cookie qui se fissure en sortant du four, la croûte de Mercure se fracture. Ces fractures apparaissent sous forme de failles inverses. Des fissures géantes qui soulèvent des sections entières de la surface de la planète pour faire de la place à son intérieur en rétrécissement. En examinant la manière dont ces failles ont relevé le relief de Mercure, les scientifiques peuvent déterminer à quel point la planète a rétréci au fil du temps. Mais les estimations précédentes étaient dispersées. D'après celles-ci, son rayon aurait perdu entre 1 et 6,4 km de longueur. Une sacrée marge. Ainsi, trouver un chiffre plus précis a été un véritable casse-tête. Pour aborder le problème, les chercheurs ont essayé une nouvelle manière de mesurer le rétrécissement de Mercure. L'ancienne méthode utilisait la longueur et la hauteur des reliefs surélevés. Mais les résultats variaient en fonction du nombre de failles enregistrées sur l'ensemble des données. Tant de failles, telle réponse. Moins de failles, une réponse différente. Cette incohérence compliquait les choses. La nouvelle méthode contourne le problème. Au lieu de se baser sur chaque faille individuelle, elle se concentre sur la plus grande d'entre elles. Comme si on prenait la plus grande fissure dans un cookie, afin de trouver à quel point l'ensemble s'est refroidi et contracté. Pour vérifier cela, les chercheurs ont appliqué leur méthode à 3 ensembles de données distincts. L'un comportait 5900 failles, un autre en avait 653, et le dernier n'en avait que 100. Et peu importe l'ensemble de données utilisées, les résultats sont restés cohérents. Mercure a probablement rétréci d'environ 3,2 à 5,5 km uniquement à cause de ces failles. Mais la planète n'a pas seulement rétréci à cause de cela. Les scientifiques ont ajouté le rétrécissement provenant d'autres processus de refroidissement à leurs résultats basés sur les failles, et ils ont découvert que la planète a rétréci de 5,6 km depuis sa formation. Ces nouveaux chiffres ne montrent pas seulement combien Mercure a rétréci, ils donnent également des indices sur son histoire thermique. Ils nous indiquent à quelle vitesse elle s'est refroidie, comment son intérieur a évolué au fil du temps, et comment sa croûte a réagi à ce refroidissement. Et cette méthode ne s'applique pas seulement à Mercure. Les chercheurs pensent qu'elle pourrait également être utilisée pour étudier la tectonique d'autres planètes, comme Mars, qui possède elle aussi des failles à sa surface.